Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du film A Working Man avec Jason Statham. Donc je vais rapidement lancer l'enregistrement. Hop, tac. J'espère que ça va aller. Oh bon, il a jamais été aussi rapide alors que cet ordi d'habitude il est très lent. Bon, A Working Man, donc comme je disais, film avec Jason Statham, un film plutôt moyen, mais on va en parler durant cette vidéo. Le synopsis, donc suite à la mort de sa femme, Levon Cade, un ancien commando des Marines, mène désormais une vie paisible en tant qu'ouvrier du bâtiment à Chicago. Cependant, il va être obligé d'utiliser ses anciennes compétences pour retrouver Jenny, la fille de son patron, Joe Garcia, qui a été kidnappée. Voilà. Ensuite, fiche technique, donc produit. Alors, ça a été produit par plusieurs sociétés, plusieurs personnes, mais le plus important, c'est qu'il y a Sylvester Stallone. Alors, Sylvester Stallone, qui je crois fait partie du trio qui est censé sauver Hollywood, hein, parce que je sais qu'il y a John Voight, et je crois. John Voight, c'est sûr, et je crois qu'il y a Schwarzy et Stallone, un truc comme ça. Bon, bah, en tout cas, je crois que pour une première production sous l'ère sauvage d'Hollywood pour Trump, bah, Stallone nous offre pas le meilleur du cinéma, quoi. C'est pas très très engageant. S'il fait vraiment partie de ce trio. Faudrait que je revérifie plus tard. Et David Ayer, du coup, qui est le réalisateur. Alors, de ce que j'ai vu, c'est l'adaptation d'un roman que je n'ai jamais lu, que je connaissais même pas. Donc je me base uniquement sur le film pour les points positifs et négatifs que je vais avancer. Le film se définit comme un genre d'action et thriller. Alors pour l'action, je suis assez d'accord. Pour le trailer, bon, je vois moins en quoi c'est un trailer, mais bon, bref. Au casting, on retrouve Jason Statham, donc qui joue le personnage principal de Levon Cade, Ariana Rivas qui joue Jenny Garcia, donc la jeune fille qui se fait enlever, enfin qui se fait kidnapper, Michael Pina qui joue Joe Garcia, donc le père de Jenny, ou encore David Harbour qui joue Gunny Lafferty, donc un autre personnage du film. Voilà. Il y a aussi d'autres personnages, enfin dont un joué par un acteur que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas revu dans un bon programme depuis très longtemps. Mais c'était l'acteur qui jouait Danny Quinn dans Primeval ou Nick Cutter les portes du temps en français, que j'aimais beaucoup. J'avais revu dans d'autres trucs dans les années 2000 où c'était pas trop mal, mais c'est vrai que ces dernières années, bah, je l'ai quasiment pas revu dans des programmes. Je sais pas trop ce qui devient. Bon, à part ce film-là, mais bon, il fait pas long feu. Mais voilà, c'est dommage. Parce que c'est vraiment un bon acteur qui, je pense, a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. Contrairement à certains, bon, qui ont pas de talent, mais qui ont des carrières de fou. C'est comme ça, ouais, hein. Alors, on commence. Je crois pas qu'il y aura de. Si, il y aura peut-être une partie spoil pour certains points au cas où. Euh, mais voilà. Donc, en bon point, pour moi déjà, c'est que David Harbour et Michael Pina n'ont pas un perso casse-couille comme souvent. Puisque bah, aujourd'hui, quand on pense David Harbour, on peut penser à deux choses. Soit à Jim Hopper dans Stranger Things, où dans les deux premières saisons, il est incroyable, il est génial et tout. Bon, dans la saison 3, il commence un peu à vriller, à devenir le genre de personnage vraiment horrible à regarder. Et dans son rôle du Red Guardian, c'est juste insupportable. Je déteste son personnage du Red Guardian. Et pourtant, c'est un bon acteur, mais voilà. Bon, ici, il a un personnage plutôt sobre, hein. Il est là, c'est l'ami de Levon Cade, il est aveugle. En fait, il est juste là comme soutien moral ou soutien tout court, même. Parce qu'il y a une fois, on le voit pour un soutien moral, et une deuxième fois, on le voit pour euh, faire globalement du babysitting, quoi. Bref. Et Michael Pina, c'est pareil. Michael Pina, dans la plupart de ses films, c'est quasiment que le même type de personnage, voilà, qui blablate, qui blablate, qui blablate, toujours avec un ton très humoristique, sarcastique, et c'est très chiant. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert dans Ant-Man, bon bah c'était sympa. Quand après tu vois des tonnes de films et qu'il fait quasiment toujours la même chose, qu'il soit gentil, méchant, quoi que ce soit, il joue toujours à peu près le même truc avec le même sourire, le même, ça devient chiant.
Là, tu sens par moments voilà, qu'il a 2 doigts de retourner là-dedans, mais il reste quand même dans un rôle, voilà, c'est un patron qui a perdu sa fille. Voilà, il est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est quand même 2 acteurs qui ont été habitués à avoir des rôles, beaucoup plus importants, qui là sont sur des tout petits rôles et je trouve que ça fait du bien aussi de voir dans des tout petits rôles où, ils sont pas relous à l'écran. En tout cas, moi je les trouve très relous à l'écran. Après peut-être que certains les adorent, hein. Je sais que beaucoup de gens adorent le Red Guardian. Moi, c'est impossible, hein. Je peux pas me remater Black Widow, Thunderbolt. Encore Thunderbolt, je pourrais me le remater parce qu'il est pas aussi présent que dans Black Widow. Mais c'est clairement pas pour lui que je re-regarderai le film. Alors pourtant, je l'adore dans les 2 premières saisons de Stranger Things. Mais bon, c'est comme ça. Autre bon point, c'est les scènes de baston, elles sont plutôt sympas. Alors il y en a pas non plus énormément. Là, hier soir, je suis allé voir, Ballerina. Genre Ballerina, c'est quasiment que de l'action, l'action. Alors le film est long à démarrer, une fois qu'il est démarré, tu enchaînes quasiment que des scènes d'action. Bon, au moins t'en as pour ton argent, j'ai envie de dire. Bon, vous de toute façon vous verrez, hein, là, juste après, je vais justement faire ma vidéo sur Ballerina. Mais voilà, faut pas non plus, se casser la tête quand tu regardes ce genre de film. Mais en termes d'action, bon bah, tu es servi. Ici, on n'est pas au même niveau que Ballerina. En même temps, j'imagine que c'est pas le même budget, très clairement. Mais ça reste, sympa à regarder. Tu as une petite scène d'action justement là sur le chantier. Bon, qui est un peu con parce qu'en fait, tu as une baston, mais en fait qui ne sert à rien. Parce que les gens qui viennent agresser un ouvrier, tu ne les reverras jamais. Tu ne comprendras jamais pourquoi l'ouvrier s'est fait agresser. Tout ça, en fait, c'est juste pour te montrer, oh, regardez, Statham, il sait se battre. Bon, en vrai, quand on regarde ce genre de film avec Statham, on sait très très bien ce qu'il va faire. Donc, il n'y a pas besoin, genre, d'une scène d'introduction pour faire, oh, regardez, il va casser des gueules. On le sait. On le sait qu'il va y arriver, qu'il va le faire. Donc voilà. Et puis après, il y a quelques autres scènes d'action. Voilà, il y en a un dans une sorte de bar. Il y en a un dans une maison à la fin. Il y a une sorte de petite course-poursuite assez courte, mais qui est sympa. Enfin bref, les scènes d'action, de baston sont plutôt cool. Voilà. C'est pas les meilleures du cinéma, hein. De toute façon, pour moi, la meilleure course-poursuite, elle est dans Mission Impossible. Et j'ai même du mal à dire si elle est dans Mission Impossible 6 ou 7, parce que j'aime beaucoup la course-poursuite. En moto, puis enfin non, non, c'est d'abord dans la petite voiture, puis en moto ou l'inverse? Oui, non, c'est d'abord en moto, puis en petite voiture, dans Fallout à Paris, là, je trouve que cette course-poursuite-là, elle est incroyable et celle ensuite, dans Dead Reckoning, la partie 1, heu, qui je crois maintenant s'appelle juste The Dead Reckoning. Pareil, la course-poursuite, où ils sont poursuivis là par, Pom Klementieff, pareil dans une petite voiture et poursuivis par le gros 4x4. Pareil, cette course-poursuite-là, moi je la trouve incroyable. Je sais pas encore laquelle des 2 je préfère, mais pour moi Mission Impossible, c'est clairement, la licence qui a les meilleures courses-poursuites. Et niveau scène d'action, je préfère largement les bastons de The Raid, qui sont vraiment incroyables. Mais bon, eux, ils ont des scènes d'action faites par des gars qui maîtrisent à mort les arts martiaux, donc c'est beaucoup plus facile à rendre les choses réalistes. Enfin, pas forcément réaliste, mais je veux dire, tu peux plus facilement bien chorégraphier des choses, bien filmer des choses avec des gens qui maîtrisent les arts martiaux plutôt que quelqu'un qui doit les apprendre, mais qui n'a pas non plus les automatismes d'une personne qui les pratique depuis des années et des années. Bref, même si, encore une fois, dans John Wick, c'est très très bien chorégraphié, mais ça ne vaut pas des gens qui maîtrisent les arts martiaux depuis des années et des années. Bref. Donc ici, voilà, on a des bonnes scènes d'action, mais voilà, c'est pas non plus les plus transcendantes du cinéma, mais ça permet de passer quand même un bon moment. En point moyen, Statham fait du Statham. Effectivement, quand on va voir ce film, bon bah Statham, il fait pas grand-chose de plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'en termes d'acting, il est plutôt, mono-expressif, c'est-à-dire qu'il a juste une expression quasiment, c'est quasiment que le mec énervé, le mec a pas d'expression sur le visage. Allez, des fois faire un petit sourire quand il est avec sa fille et puis c'est tout. Hem et après bon, bah, voilà, il casse des gueules et puis bon, bah, voilà. Et je mets pas ça forcément en point négatif parce que bon, bah, voilà, quand on va voir ce genre de film ou qu'on regarde ce genre de film, parce que je crois que le film, est un film de plateforme, hein, et pas un film, cinéma, si je dis pas de conneries. Hem,
Mmh, enfin, voilà, quand on va voir, ce genre de film, comme je voulais dire, ben, on sait à quoi s'attendre. On sait très bien que Jason Statham va pas nous faire une performance d'acting, incroyable. C'est pas son but, hein. Son but, c'est juste de faire le mec qui casse des gueules et puis voilà, le mec, badass et tout. Donc on sait qu'il va faire ça. Donc si on y va et puis après pour dire, «Ouais, Statham, c'est nul», bah, non, c'est un peu débile, quoi. Parce que, bah, on sait très bien que c'est à ça qu'on va s'attendre. Voilà. Je veux dire, par exemple, encore une fois, quand j'étais voir Ballerina, je m'attendais pas à un acting de fou. Je sais qu'Anna de Armas, c'est pas une actrice qui est hyper douée en termes d'acting, donc je savais bien que bah, elle allait pas transcender l'écran par l'acting. Donc, c'est pas le point le plus négatif. Même si on va revenir dessus parce que voilà. Dans ce film, il y a que Statham qui, je trouve, est vraiment moyen en termes d'acting. Comme je dit, David Harbour ou Michael Pena, ça fait du bien de voir jouer des rôles différents. Bon, t'as des Britanniques qui jouent des Russes. Ça, c'est hyper chelou, hein, parce que le gars qui joue dans Nick Cutter, Les Portes du Temps, de mémoire, c'est un Britannique. Là, il se retrouve à jouer un Russe. C'est un peu chelou. Mais voilà, parce que du coup, moi j'ai vu en VF, donc t'as l'accent russe fait par la VF. En VO, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être hyper chelou d'avoir un Britannique qui fait une voix de russe. Enfin, bref, comme s'ils pouvaient pas prendre des vrais acteurs russes, quoi, alors qu'il y en a plein dans le cinéma. Et la plupart des autres acteurs, tu vois, il y en a qui essayent de s'en sortir un peu plus. Voilà, que ce soit du côté justement, du côté des méchants, je trouve que voilà, ça tente des choses, ça joue un peu plus, c'est un peu plus expressif que Statham, donc ça c'est plutôt cool. En mauvais point, c'est que le traitement des vétérans, il est pas ouf. Parce que en fait, dans ce film, bah, Statham, il joue un vétéran de la guerre, bon, un vétéran de la guerre côté britannique, hein, et non américain. Il vit aux États-Unis, mais voilà, comme l'acteur est britannique, bon, bah, il joue forcément un britannique, hein, voilà. Pas vraiment ça qu'on appelle de l'acting, hein. Le but c'est d'incarner des personnages, pas juste être bon, bah, je suis britannique, donc je joue un britannique, ça c'est un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Et dans tous les cas, il joue un vétéran de la guerre. Et le problème que j'ai, c'est que bon, le gars, il vit dans sa voiture, mais il a une tonne de pognon. Tu sais pas d'où sort ce pognon, mais il a une tonne de pognon. Et du coup, il vit dans sa voiture. Le mec, il est surarmé. Encore une fois, ok, c'est un vétéran, machin, mais bon, d'où il est arrivé aux États-Unis avec autant d'armes, ou pourquoi il en a acheté autant d'armes en s'installant aux États-Unis. Enfin bref, ça fait pas vraiment sens qu'il soit surarmé. Euh, et voilà, en fait, c'est juste un vétéran, mais pour eux, les vétérans, ben, dans ce film, c'est juste un mec qui dort dans sa voiture, et puis, bah, c'est tout. Voilà. C'est pas ouf. Je veux dire, moi qui regarde à fond NCIS, où justement tu as des épisodes, genre sur des vétérans, où tu as tous les traumatismes de la guerre, comment ils appellent ça déjà, les syndromes post-traumatiques, là, ou un truc comme ça, enfin bref, il y a vraiment des histoires de fous dans NCIS par rapport aux vétérans qui vivent pas dans des voitures, hein, qui vivent dans la rue, dans des tentes, dans des trucs, enfin c'est pas. C'est pas ce qu'on voit là, quoi. Et en plus, le mec, il a quand même une belle bagnole, hein. Pour un mec qui vit dans la rue, il a quand même une sacrée bagnole, quoi. Alors que quand tu regardes dans NCIS, les épisodes où tu as des vétérans, les mecs, ils sont détruits mentalement. Il y en a qui vivent à la rue. Enfin, tout de même, la plupart vivent à la rue parce que le gouvernement ne fait rien pour les aider. Euh, voilà, ils sont tous crades, ils sont pas bien. Et voilà, je veux dire, t'en as qui tentent de faire les sortes de réunions pour parler, mais ça les aide pas tous. Enfin bref, t'as vraiment des vrais trucs sur les vétérans dans certains épisodes de NCIS. Alors que là, bon, bah, c'est juste un mec qui vit dans sa voiture, mais qui vit bien, qui a aucun problème. Alors on nous dit, oui, il est un peu violent, machin, à cause de la guerre. Mais en réalité, les seules fois où tu le vois être violent, entre guillemets, bah, c'est pour protéger des gens. Donc c'est même pas en mode bon bah j'ai des souvenirs de la guerre ou tu vois des fois t'as des flashs qui pourraient te revenir ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est même pas ça en fait. C'est juste bon bah voilà, t'as quelqu'un que j'aime bien, boum, je te casse la gueule. Il est même pas violent à cause de son stress post-traumatique. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc voilà, traitement des vétérans, je trouvais que c'était pas ouf. Tu vois, quitte à
quitte à en faire juste le personnage qu'il est, autant juste en faire un ancien soldat plutôt que ce genre de vétéran qui vit à la rue, parce que ben, dans NCIS, les vétérans qui vont à la rue sont beaucoup mieux écrits que ce genre de vétéran-là, ou même le Punisher, j'y pense, mais la première saison du Punisher, pareil, t'as un traitement de dingue avec les personnages qui reviennent de la guerre, notamment t'as un des jeunes là qui arrive même pas à quand il revient aux États-Unis, qui arrive pas à se mettre dans la tête qu'ils sont revenus aux États-Unis, son cerveau est toujours perturbé par la guerre et tout. Et là, pareil, les personnages ont, pour certains, ont un traitement de fou par rapport aux effets de la guerre. Là, on essaie de nous faire croire qu'il a des effets de la guerre, mais en fait, à aucun moment, t'y crois parce que c'est mal fait. Voilà. Autre mauvais point, c'est que, bah, comme je l'ai dit actuellement, hein, Levon vit dans sa voiture alors qu'il est très proche des garçons et en plus il est suréquipé. Bon, bah, je me souviens que j'avais écrit un truc là-dessus, mais je me souviens pas que c'était l'assurance. Donc effectivement, comme j'ai dit, le mec il est suréquipé. Bon, j'ai oublié une virgule. Mais effectivement, le gars est suréquipé, il a du matériel de dingue. Alors encore une fois, il vit dans la rue. Et sans compter que le mec, bon bah déjà, il est britannique. Donc c'est-à-dire que tout l'équipement qu'il a techniquement devrait venir bah, de quand il a fait la guerre en Angleterre. Donc déjà, comment il aurait ramené ça aux États-Unis? Voilà, déjà. Bon, s'il vit dans la rue aux États-Unis, à quel moment il aurait pu, s'il n'avait pas ces armes-là en arrivant aux États-Unis, à quel moment il aurait pu trouver ces armes? Genre, pourquoi? Pourquoi faire? Voilà. Et même en extrapolant encore plus, à quel moment, quand tu décides de quitter l'armée ou que tu ne peux plus participer à l'armée, genre, l'armée ne récupère pas les armes, il leur laisse comme ça, rentrer, traumatisés, détruits mentalement, avec des armes. C'est un peu chelou quand même, le fonctionnement, voilà. Alors dans NCIS, Gibbs, il a toujours son sniper quand il revient de la guerre, mais il a pas toutes les autres armes. Bon, voilà, et puis bon, même le sniper, non, en plus le sniper, je crois qu'il vient même pas de la guerre, je crois qu'il l'achète après en revenant pour tuer l'homme qui a tué sa femme et sa fille. Je suis même pas sûr que ce soit le sniper qu'il avait quand il était à l'armée. Il faudrait que je revérifie l'info sur Gibbs. Mais, euh, mais là, tu vois, ça fait pas sens. Surtout que le mec, il dit bien que les vétérans de la guerre britannique et non américaine. Donc tu dis, le mec, il est arrivé comme ça aux États-Unis avec une tonne d'armes, et puis bon, bah, on lui a rien dit. Ou alors il s'est suréquipé aux États-Unis, mais sans raison, parce que bah, il vit depuis des années en travaillant dans un chantier sans problème. Donc voilà, bref, il y a des choses qui ne font absolument pas sens dans ce film. Autre mauvais point, voilà, la mafia russe qui ne fait pas trop. Mais attends, mais du coup, j'ai pas fait de partie spoil en fait là-dedans. Non, j'ai pas fait de partie spoil. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à spoiler. Autre mauvais point, la mafia russe qui ne fait pas trop sens. Puisque elle gère absolument trop de trucs, je trouve. Alors, je ne sais pas réellement comment fonctionne une mafia, mais j'imagine que ça ne fait pas autant de trucs. Là, genre, t'as la mafia qui gère un gang de motards, qui en plus n'a absolument rien à voir avec les Russes, mais qui est quand même à moitié géré par les Russes. Il gère la drogue, il gère le trafic humain, enfin bref, il gère quasiment tout ce que peut gérer des criminels. Donc voilà. Et je trouve que ça fait pas trop sens. Euh, enfin, à mes yeux, en tout cas, ça fait pas trop sens. Dans le sens où si tu voulais créer un truc plus, plus intéressant, bah, soit il gérait que la drogue, soit il gérait que le trafic humain, soit il gère que tel truc. Mais là, le fait qu'il gère absolument tout et n'importe quoi, genre ils ont le contrôle sur la police, ils ont le contrôle sur absolument tout le monde dans le coin. Bref, je trouve que c'est un petit peu trop. Voilà, et surtout bah, quand tu vois à quel point ils sont nuls, bon bah tu dis ok, comment ils ont fait pour contrôler tout le marché de la ville alors que ben ils sont complètement à chier les mecs quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais moi je trouve que c'est trop. Enfin, j'ai du mal à imaginer, tu vois, que les mafieux ou enfin les gangs, tous ces trucs-là, gèrent absolument tous les trucs criminels, quoi. Je pense que certains gèrent le trafic humain, certains gèrent les trafics sexuels, certains doivent gérer la drogue, certains doivent gérer tel truc. Alors oui, ils peuvent sûrement être en lien les uns avec les autres, mais de là à ce que vraiment un groupe gère absolument tout, j'ai un peu de mal à y croire, quoi. Parce qu'au final, c'est plus se mettre une balle dans le pied de tout créer, de tout gérer tout seul. De se dire, bon bah là, faut que je gère le problème de la drogue là-bas, faut que je gère le truc du trafic humain là-bas, le truc sexuel là-bas, le machin là-bas.
Alors que si tu es juste spécialisé dans un crime et que tu gères ça, ben, à mon avis, tu es plus efficace. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine parce que dans les faits, je connais pas, comment se passent réellement les mafias, les gangs et tout. Heu, mais en général, quand on suit des histoires qui les concernent, ils gèrent pas 10 000 trucs différents, quoi. Bref. Autre mauvais point, alors j'ai mis trop de trucs stupides dans ce film. Tu J'ai vu le film il y a 2 jours, je me souviens même plus de, où je voulais en venir. Enfin quoique si, j'ai une scène qui me revient par exemple, c'est que, et ça il y a le même problème, dans plein d'autres films d'action, c'est que quand certains personnages sont censés mourir et devraient mourir, tu as toujours une sorte de deus ex machina qui vient sauver les personnages. Là, je vais prendre un exemple, tout simple, c'est que, comme le film le décrit dans le résumé, la fille là, elle subit du trafic humain. Elle est kidnappée parce que tu as un gros richou qui la veut dans sa collection. Bref. Elle tombe sur le Richoux, elle l'agresse, le Richoux il fait j'en veux plus. Bon, les autres ils disent bon bah du coup comme il en veut plus, on va la buter. Bon, pour la buter déjà qu'est-ce qu'ils font? Ils l'attachent juste, ils la mettent dans une voiture. Alors que et vraiment c'est sur la route dans la voiture qu'ils disent bon il serait peut-être temps de l'endormir. Voilà pour plus facilement la tuer. Bon déjà à quel moment c'est plus facile alors que la meuf elle est attachée et tout, à quel moment elle est censée te rendre la tâche difficile, mais bon. Voilà, donc la meuf elle provoque un accident, alors que voilà, elle est la plus mal en point, mais elle provoque un accident. Elle arrive à s'enfuir, et quand elle se fait retrouver, et ben là, comme par hasard, le Richoux qui en voulait plus, il rappelle pour dire ah finalement, je la veux quand même. Tu te dis mais c'est complètement con. La meuf elle t'a défiguré et tu la veux quand même dans ta collection. Enfin, ça fait pas sens. En plus, pile au moment où elle allait se faire buter. Enfin, bref. Il y a trop de choses dans ce film qui sont dans ce genre d'idées. Voilà, même le personnage de Statham, le mec, il vit dans sa voiture. Il a toute sa vie dans sa voiture. Et à un moment donné, vraiment, il abandonne sa voiture et on ne revoit pas sa voiture du film. Alors que toute sa vie est dedans. Encore une fois, il a tout lié à sa voiture. Alors oui, à un moment donné, on le voit vite fait acheter un petit appartement parce que sinon il pourrait pas récupérer sa vie. Enfin, sa fille plutôt. Mais quand même, sa voiture, ça a été toute sa vie pendant des années. À quel moment il se dit, bon, bah, je vais l'abandonner comme ça, en plus pour voler une moto, pour faire 1 kilomètre avec. Enfin bref, il y a vraiment des trucs cons. Et c'est vrai que j'ai oublié un détail ici, c'est qu'effectivement, quand le gars, je dis dans la diapo qu'il est très proche des Garcia, c'est qu'il est vraiment très proche. Le groupe se considère comme une famille. Comme une famille. Et les Garcia, qui sont des gros richoux, le laissent vivre dans sa voiture depuis des années. Alors ils sont là en mode oh oui, on te fait un petit plat pour que tu manges le midi. Oh là là. Les mecs, ils sont pétés de thunes. Il le considère et lui-même considère les Garcia comme sa famille. Et il le laisse vivre dans sa voiture comme une merde. C'est pas logique. Le mec, t'es obligé de t'acheter un taudis pourri là, dans lequel très certainement que les assistantes sociales n'accepteraient jamais que sa fille vive là-dedans. C'est affligeant. C'est affligeant à quel point il y a vraiment des trucs qui vont pas. Bref, on va conclure. Donc, c'est un film, bon bah voilà, c'est un film à la Statham, hein, qui est totalement abusé, voilà, qui est beaucoup rempli de non-sens, hein. Il y a plein de choses qui ne vont pas dedans. Mais dans le fond, bah, on sait que on n'aura pas un film hyper intelligent quand on va avoir du Statham. Il y aura des petites nuances. Je vais bientôt également, enfin, je vais également aujourd'hui faire une vidéo sur l'acting et on va revenir sur le cas de Statham. Euh, donc voilà, il y a des petites fulgurances par moment, mais c'est vrai que bon, bah, quand on va avoir un film de Statham, on s'attend pas à du grand acting, à du grand scénario. Voilà, on s'attend à ce genre de choses. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi je l'ai vu ce film, j'ai été un petit peu diverti. J'ai pas envie de dire que c'était ouah, le film d'action, non. Mais voilà, j'ai quand même été diverti, j'ai passé un bon moment.
Mais voilà, je rematerai pas ce film, bah, je rematerai pas ce film tout court en fait. Voilà. Alors peut-être que si dans ma famille ils se disent oh tiens on a envie de regarder ce film-là, et puis bon bah voilà, je regarderai avec eux, histoire de passer un moment en famille, mais je le re-regarderai pas de moi-même par choix quoi. Voilà. J'ai passé un bon moment, mais une fois ça m'a suffi. Voilà. Donc on va arrêter cette petite vidéo. Hop. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de A Working Man si vous l'avez vu. Voilà. Encore une fois, pour moi, il est sympa. Ça peut se regarder une fois. Mais bon, j'ai envie de dire, quand tu as vu un film de Statham, tu les as quasiment tous vus. Donc voilà. Bah sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.